Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes sur une thématique qui nous est chère, le label RSE pour toutes les PME, c'est possible. Et nous avons souhaité avec François interviewer les meilleurs experts pour pouvoir réagir à ces questionnements et qu'ils puissent être éclairés par nos experts qui eux-mêmes sauront nous retraduire leur point de vue sur des partis pris très forts. D'ailleurs, François, à toi la parole, c'est toi qui questionnes. Merci Dominique. Alors aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Beauvais, qui est chef du département politique publique à l'UGAP. Et Stéphane, j'ai une question à vous poser, qu'on se pose, qui est là. Vous constatez comme nous une tension qui se développe entre les PME et les grands donneurs d'ordre publics, comme l'UGAP. Alors du coup, je voulais avoir votre avis sur la situation. Comment voyez-vous ça de votre point de vue ? Ce n'est pas un phénomène particulièrement nouveau. Depuis longtemps, les PME se plaignent d'une difficulté d'accès à la commande publique. C'est vrai qu'on a deux phénomènes, à mon avis, en tout cas deux paramètres qui viennent augmenter un peu ce ressenti. Le premier, il va simplement être du niveau de la réglementation. Il y a beaucoup de choses qui viennent maintenant s'imposer aux achats publics en termes d'attente qu'on a de la part des fournisseurs au moment où on doit les sélectionner. Et on ne sélectionne pas des fournisseurs dans la commande publique, on sélectionne des offres. Donc il faut avoir des choses qui soient très matérialisées au niveau de ce qu'on leur demande. Et puis l'autre, c'est aussi un phénomène qu'on observe qui est assez fort, qui est une forme un peu de massification de l'achat public. Les centrales d'achat public se développent. Il y en a beaucoup qui se créent d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un phénomène de création, d'émergence de centrales d'achat locales. Ça prouve bien que les acheteurs publics vont en partie se reposer sur ces acteurs-là. Et à partir du moment où vous parlez massification, vous parlez d'augmentation des tailles de contrats, forcément. Et donc, effectivement, d'un potentiel décalage entre les volumes que peuvent assumer des PME et puis ce qu'attendent les acheteurs. Donc, vous avez effectivement ces deux phénomènes qui viennent globalement accroître le phénomène. Après, il existe de toute façon des voies de continuer à travailler avec des PME. Et je pense que beaucoup d'acteurs publics en font un point d'honneur. Ce matin, dans une des deux tables rondes, je crois que c'est Pierre Pélouzet qui parlait de ça. On parle des SPASER, qui sont des feuilles de route RSE qu'ont les acteurs publics. Il y a quasiment tout le temps la notion des PME, non seulement en nombre de contrats qu'on a avec les PME, en nombre de PME qui sont fournisseurs de ces acheteurs publics, même en termes de volume. Et donc le marqueur et l'indicateur, de toute façon, fait partie de ce qui est surveillé par les acheteurs publics aujourd'hui. Très bien. Et du coup, pour évoluer quand même une situation qui n'est pas complètement satisfaisante, enfin en tout cas côté PME, vous voyez quelle piste pour qu'on puisse un peu sortir de tout ça ? Il y en a plusieurs en fait. Grosso modo, des choses qui sont relativement classiques, qui ne sont pas liées à la situation d'aujourd'hui, c'est de toute façon d'être dans une logique quand même de réseau. C'est-à-dire que les entreprises, entre guillemets, c'est un peu un slogan qui s'en sortent, sont des entreprises qui sortent. C'est-à-dire qu'elles rencontrent, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec ER+, avec d'autres réseaux. Il faut pouvoir aller au contact des acheteurs publics et souvent au contact des acheteurs publics bien en amont du moment où ils vont lancer eux-mêmes un appel d'offres. Donc cette notion de réseau, elle est importante parce qu'il faut savoir être identifié. Le sourcing ou le sourçage en français est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, mais il y a plus de 4 millions d'entreprises, je crois, sur le territoire français. Faire partie des entreprises qui sont sourcées, c'est difficile. Et donc, il faut pouvoir se faire identifier par une espèce de travail constant sur le terrain par les acheteurs publics. Donc ça, c'est très, très important. Et tout le travail en réseau, qu'on peut observer partout, revêt une importance très importante dans le développement des entreprises. Après, il faut aussi justement avoir la chance d'être retenu pour le sourcing, c'est-à-dire avoir cet échange qui va être plus formel avec l'acheteur public, mais dans lequel on va pouvoir mettre en avant des points forts de la candidature et de l'offre de l'entreprise pour que cet acheteur public puisse les intégrer dans sa façon de rédiger son dossier d'appel d'offres. C'est très important de le faire à ce moment-là, parce qu'une fois que le dossier est sorti, il est presque gravé dans le marbre en fait. C'est très difficile de faire modifier un appel d'offres qui a été publié. Et donc cette zone un peu d'influence positive qu'on trouve au départ, cette partie sourcing, elle doit être exploitée parce que c'est assez rare d'être rencontré en sourcing, et ça veut dire que les entreprises doivent aussi être préparées. ER+, parle de préparation, mais être préparé finalement au discours qu'on va tenir entre 2 et 3 heures. Je crois que c'était un des intervenants avant qui expliquait bien que c'était le temps maximum
com qu'on allait avoir avec cet acheteur. Il faut l'exploiter pour défendre ce qu'on a à proposer, parfois être dans l'alimentation de cet acheteur. Peut-être que lui, avec les contraintes qu'il a au niveau réglementaire, n'a pas toujours les idées de ce qu'il va pouvoir mettre comme considération environnementale et sociale, et venir amener ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire finalement écouter le marché sur ce qu'il sait déjà faire, eh ben, c'est très important d'alimenter les acheteurs de cette façon. Donc ça, c'est deux voies qui sont des voies de préparation amont, on va dire. Après, il y a beaucoup d'appels d'offres qui permettent un travail en co-traitance ou en sous-traitance. Et comme il y a cet effet de massification, peut-être qu'il faut accepter aussi l'idée, finalement, de faire partie d'un groupement ou d'être sous-traitant d'une entreprise plus grande qui va donner l'accès, finalement, au contrat, sans appel d'offres, puisque l'appel d'offres aura été fait une fois par, en tout cas, le leader du groupement ou celui qui a remporté le marché. Et derrière, en fait, les choses se font uniquement par bon de commande et souvent sur la base d'un mémoire technique. Et donc, cette logique qui n'est pas toujours très répandue au pays d'Astérix, de se dire je travaille avec d'autres entreprises, on se met ensemble d'accord, on a une façon de travailler qui est à la fois encadrée sur on va dire une convention de mandat, en tout cas l'équivalent d'un pacte d'associés, mais aussi très encadrée sur un plan, on va dire, de mode opératoire, de process, pour que tout soit fluide dans le fait de générer des devis, de recevoir des bons de commande, de facturer, de réaliser les prestations. Tout ça, ça doit être travaillé. Et encore une fois, on ne le fait pas au moment où un appel d'offres sort, en fait. C'est-à-dire qu'en amont, ces entreprises, sur des types d'appels d'offres ou des familles d'achats publics ciblés, peuvent tout à fait se préparer à l'avance et pour pouvoir ensuite presque chasser en meute et pouvoir remporter des appels d'offres qu'elles n'auraient jamais remportés toutes seules. Et ce qui est intéressant, c'est que la commande publique, en plus, le permet de manière relativement souple. En tout cas, pour la sous-traitance, il est souvent possible de rentrer dans un contrat qui a déjà été signé, mais on peut rejoindre finalement la liste des sous-traitants qui vont pouvoir intervenir. Et donc, c'est une voie, à mon avis, qu'il faut développer, parce que ça permet, quand on ne se sent pas toujours sûr de pouvoir répondre à l'intégralité de ce que demande un acheteur public, ou même son formalisme, d'être finalement accompagné par l'entreprise qui a déposé le premier appel d'offres et qui a l'habitude de cette gestion avec l'acheteur public. Stéphane. Alors, François, une dernière question donc, à Stéphane sur ce... Oui, là, on entend le point de ce que le fournisseur doit faire pour les bonnes pratiques, et merci, il y a pas mal de pistes, mais côté... comment dire, vous avez parlé du SPASER, donc la RSE dans les achats publics, mais finalement, dans la RSE, il y a aussi la notion d'impact. Est-ce que vous allez regarder, quels sont les impacts finalement, quels sont les résultats à la clé de toutes ces démarches? Est-ce que c'est mesuré aujourd'hui au niveau des achats publics? Et comment tirer des pistes de progrès, justement? Parce qu'on cherche, là, on a une situation qui n'est pas complètement satisfaisante malgré tout, et comment progresser, finalement, puisqu'on parle de démarche de progrès. Et 2 minutes pour répondre, mon cher Stéphane. Alors, à réglementation constante, les acheteurs publics ne peuvent pas prendre un label qui intègre l'entièreté de ce que fait une entreprise. Donc, l'intérêt par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'effectivement, quand on est habitué dans un référentiel avec un auditeur qui vient vérifier sur pièce et concrètement sur le terrain, c'est qu'on a déjà quelque part dans ces tiroirs les preuves qui peuvent être apportées sur des questions que va apporter un acheteur public, que ce soit en clause ou une question dans un critère. Ce qui est important après pour l'acheteur public aujourd'hui, encore une fois, réglementation constante, ça évoluera peut-être, c'est d'être toujours sur quelque chose qui est en lien avec ce qu'on est en train d'acheter, ce qu'on appelle l'objet du marché. Ces points-là, en fait, ils peuvent être faits. Si on est, par exemple, sur un sujet environnemental, être capable de démontrer qu'on a de la matière recyclée dans les produits qu'on est en train de vendre et d'avoir la façon de le prouver, c'est de plus en plus demandé avec les notions d'obligation sur l'économie circulaire. Et on oublie aussi souvent la partie sociale et être capable d'avoir travaillé avec des acteurs qui seront des partenaires dans la réponse à un appel d'offres et dans la gestion du contrat, par exemple des partenaires des entreprises de l'insertion ou du handicap, ça permet aussi de répondre finalement à des exigences qu'il y a de plus en plus dans les marchés publics, qui sont ceux de la clause sociale d'insertion pour donner des emplois à des personnes éloignées justement de l'emploi. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une entreprise du secteur des véhicules qui fait de l'aménagement de fourgonnettes, qui a réussi à avoir son appel d'offres parce que justement elle était de manière satisfaisante en contrat avec une entreprise qui allait lui apporter cette aide. Et en plus, ça lui a même permis, à un moment où le recrutement était difficile, d'ouvrir les différents canaux de recrutement, et à un moment où elle pensait ne pas pouvoir forcément répondre aux bons de commande, finalement d'avoir la main-d'œuvre qui lui permettait d'assumer les bons de commande qu'elle recevait. Là, on est sur des exemples qui sont peut-être à périmètre très restreint,
mais par contre qui sont très ciblés et très concrets par rapport à des choses qu'aujourd'hui demandent les acheteurs publics. J'espère avoir tenu les 2 minutes. Il sera important de mettre des cas d'usage, des cas pratiques, des cas très opérationnels. François, merci d'avoir accepté le jeu et j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur d'autres types de questionnements, sur les interrogations que se posent aujourd'hui les PME et en quoi, effectivement, vous êtes en mesure de leur apporter des réponses ou nous donner les bons conseils. Merci à vous deux et Merci à très vite.